Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire usage de la force! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Faites un casque! Bouclier! En protection! Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un vice qui est quand même de beaucoup taper sur les flics. Vous allez mettre votre vie en jeu pour des gens qui, samedi d'après, vont vous jeter des pavés sur la tête. Les gens ont plus confiance en nous. Nous, on n'a pas confiance dans les gens. Le dialogue est rompu, et pour en gagner, ça va être compliqué. On a plus besoin de soutien dans le cadre des missions qui sont les nôtres que, une fois de plus, d'être stigmatisé. La France aime sa police et il serait temps qu'elle le montre. On pourrait la rassurer, la police. Je vais pas dire l'aimer un peu plus, mais oui, la considérer. Mon cher ami policier, je ne demande que ça. Mais il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu acceptes d'être filmé. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel sera en prison. On n'aurait jamais su. S'il n'y avait pas ces images, peut-être qu'on serait encore dans le déni et dans le mensonge. Ce qu'on sait de cette histoire, on ne la sait que par les images. Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit. 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence. Il va falloir que tu acceptes que justice soit faite, sereinement, loin des calculs politiciens et des émois de tes syndicats. On veut une justice qui fasse son travail, qui mette les gens qui doivent aller en prison en prison. Le problème de la police, c'est la justice. Enfin,
laxisme judiciaire. Il va falloir que cessent enfin les mensonges et les manipulations. Le préfet de police Didier Lallemand est sous le coup d'une enquête pour faux témoignages. Avec des preuves qui ont disparu, comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violence policière. Sur les 5 policiers porteurs d'un lance-grenade, aucun n'a reconnu son implication. Le nombre de dossiers que nous voyons, avec des procès-verbaux qui ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé, est extrêmement élevé. Il va falloir que tu acceptes de ne plus fermer les yeux sur les actes criminels et délictueux de tes frères d'armes. Sinon, comment peux-tu ? Comment peux-tu faire respecter la loi si tu la bafoues si souvent ? Des policiers soupçonnés d'avoir menti. Elle a essayé de casser le téléphone de Cédric pour effacer les preuves qu'il pouvait y avoir dessus. Ils ont tous essayé de camoufler un meurtre. Les policiers avaient fabriqué en fait des faux coupables, avaient rédigé des faux procès-verbaux. Comment peux-tu lutter contre les discriminations si tu les pratiques au quotidien ? Bougnoul, négro, bico, dit régulièrement, ouvertement, entre collègues, dans l'enceinte du commissariat. Dans le hall de la gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés, 82% des contrôles. Donc là, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Comment peux-tu protéger les faibles si tu es au service des forts ? Ces armes ne sont pas des armes de défense, ce sont des armes qui mutilent et qui blessent. En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. Ce système de maintien de l'ordre, cette pratique du maintien de l'ordre, c'est un choix politique du gouvernement. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions. Comment peux-tu protéger une population sans la moindre empathie pour elle ? J'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper, contrôler, mépriser, insulter. Ici, on est dans un état de droit, c'est la République française. On contrôle le police, on se tait et on obéit. Point barre. Il se penche et récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Tourne-toi, mets les menottes. Tourne-toi, rentre à terre, rentre à terre. C'est retendu, hein. Bien joué. Ouais. Ok, bâtard. Cassez-vous maintenant. Camarades, revanche. Voilà une classe qui se tient sage. Il faut dire que tu n'es pas aidé. Le travail de prévention que vous faites est très utile, mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Il y a un besoin d'autorité, d'ordre exprimé par les Français. Moi j'aime l'autorité, j'aime l'ordre. Oui. Et moi je ne supporte plus ce qu'on voit aujourd'hui. Les violences policières en France, c'est un mensonge. Il ne faudrait pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce que nous demandons, la police nationale et moi-même parlant en son nom, c'est que ceux qui nous demandent de maintenir l'ordre ne nous en discutent pas les moyens.
serait temps que tu comprennes que ces calculs politiciens, ces manipulations syndicales n'ont pour unique but de les servir et de t'éloigner de ceux que tu es censé protéger. Cette population à laquelle tu as oublié que tu appartenais. Voilà une classe qui se tient sage. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Hein. Moi, je ne suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Un petit mot sur les nos photos, quoi. Sur le fait de ne pas prendre nos photos, tout ça. On peut avoir deux micros quand même. Il y a deux, ouais. Salut, ah bah merde. Ah oui, tu te mets là. Je lui avais dit pourtant Anne. Tiens, mettez-vous là, mettez-vous là. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez là? Micro. Ouais, a priori là vous m'entendez. Alors nous sommes en direct de la librairie la plus orange. Vous voyez, c'est orange derrière moi là. La plus orange de Paris, le Mont-en-l'Air. Alors bien évidemment, il s'agit d'une réunion conspirative. Voilà. Conspirative. Donc là j'ai coupé le micro, Robin, ne t'inquiète pas, parce que ça a monté trop fort. Donc il y a tout ce que Paris peut compter de chevelus et de gauchistes dans tous les sens. Nous sommes à la librairie de Mont-en-l'Air. Et il va y avoir donc la conférence de Wu Ming-un, qui est un auteur italien, qui désire rester anonyme. C'est pourquoi il n'y aura pas d'image. Il y aura juste le son et l'oscilloscope que vous allez voir. Donc, Wu Ming-un va se présenter évidemment. C'est animé par Yves Pagès. Et il y a Serge Quadrupani et Anne Echnoz, ces traducteurs et traductrices qui sont là. Est-ce que vous m'entendez, les amis? C'est notre premier live nomade. Ah, c'est parti. Ah ouais. Mais là, j'ai l'impression que c'est très très fort, non? Alors. Ah ouais. Okay. Là, c'est. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Mon nom est Alexandre. Alexandre Sanchez, oui. Je suis ici pour les éditions Luxe Éditeurs, qui ont l'immense fierté de publier ce livre monstre, unique, enfin voilà, les adjectifs ne suffisent pas, de Wu Ming-un, qui est ici présent et qu'on remercie d'être venu depuis l'Italie. Q comme complot, voilà, donc vous êtes tous au courant que c'est de ça qui va être question ce soir. Je veux juste vous présenter rapidement Yves Pagès, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà. Bravo Yves. Yves, outre être un grand spécialiste de la question du complotisme,
Moi, je l'ai connu il y a de longues années, quand il venait de publier un livre sur Marinus van der Lubbe, accusé d'avoir fait brûler le Reichstag, forme de voilà, qui a publié un très très bon article aussi sur les Illuminati dans la revue Le Crieur. Donc Yves Pagès, coéditeur des éditions Verticales avec Jeanne Guyon, sera, disons, et écrivain, merci Serge, sera en fait l'interlocuteur de Wu-Ming ce soir. Donc vous assisterez à une discussion sûrement assez passionnante sur Q comme complot. Je présente aussi, et si pour ceux qui ont besoin qu'on le présente, Serge Quadrupani et Anne Echnoz, qui sont les traducteurs du livre. Voilà. Que je remercie aussi d'être venus de loin, aussi finalement de presque aussi loin que l'Italie, pour traduire les paroles de Wu-Ming 1 ce soir. Je n'en dis pas plus. Merci beaucoup d'être là et bonne soirée. Merci à tous. À vous. Bon, pour enchaîner directement, donc, en fait, moi, je suis vraiment épaté de présenter ce livre, parce qu'il y a 6-8 mois, j'avais promis aux éditions de la Découverte de me lancer dans un livre sur les complots, et d'essayer de dénouer cette histoire qui m'inquiète beaucoup depuis très longtemps. Et puis j'ai essayé. Au bout de 4 mois, je suis allé voir un psy parce que j'allais vraiment pas bien. Parce que c'est, en fait, non mais sans rigoler, c'est-à-dire que c'est vraiment un domaine de recherche qui est extrêmement périlleux, et on peut très vite, pour reprendre une des expressions, on peut très vite tomber dans le trou du terrier, c'est-à-dire ou de l'autre côté du miroir, dans le terrier du lapin, pardon. Oui, le trou du terrier, c'est un peu pléonasmique. Oui, dans le terrier du lapin ou de l'autre côté du miroir, et devenir soi-même en fait un anti-complotiste complotiste. Donc ce que je veux dire, c'est que ce livre a totalement dépassé ce problème. Donc je suis hyper fier de pouvoir dialoguer avec toi et Wu-Ming alias Roberto. Et je précise une chose, vous allez très vite comprendre pourquoi. Le groupe Wu-Ming, dont il est l'un des écrivains, est issu d'un autre groupe qui s'appelait avant Luther Blissett, est un groupe qui travaille sur l'anonymat collectif dépassant la figure de l'auteur et refusant la figure individuelle de l'auteur. Je vous demande donc de ne pas le prendre en photo et de ne pas prendre de vidéo lors de cet entretien pour arrêter la sacralisation de l'auteur. Alors, et de prendre de photos du coup de personnes sauf de Serge. Et je vais remercier aussi Serge et Anne qui ont traduit ce monstre qui m'a assez vite fait penser à 1000 plateaux de Deleuze. Alors sur complètement d'autres sujets, mais c'est-à-dire dont les entrées sont multiples, on peut rentrer par le milieu n'importe où, et qui a été, j'imagine, un prodigieux travail de traduction. Alors pour rentrer directement, ce livre, c'est vraiment une bonne chose pour tous les milieux, quels qu'ils soient, politisés ou non, etc., français, parce que c'est un regard complètement différent, avec une culture, une pop culture, une culture underground que nous ne possédons pas, et qui fait que cette approche est extrêmement originale sur le complot et comble un immense vide en France. Alors, en France, c'est vrai que tout le travail sur le complotisme, tout le travail des gens qui se définissent comme anti-complotistes, c'est un travail qui a, on peut dire, 3 ou 4 sensibilités. Une première sensibilité qui est une sensibilité de psychopathologisation des gens qualifiés de complotistes. Donc en fait, on essaye de regarder, un peu comme Lombroso regardait les criminels nés, on essaye de regarder le complotiste né, son portrait robot psychologique, sa tare neurologique, parce qu'il y a aussi même des psychologues un peu de neurologie comportementale qui travaillent là-dessus, et qui ont d'ailleurs le dessus du pavé, qui sont interrogés sur les médias mainstream. Il y a une autre tendance qui est une tendance sociologique qu'on a connue aussi sur d'autres cas, les gilets jaunes, etc., qui est donc une tendance de mépris social,
les complotistes sont en général des neuneux, incultes, stupides, qui croient à n'importe quoi, qui prennent tout au premier degré, etc. Et puis une troisième tendance, qui est une tendance politique, et qui est monopolisée par quelqu'un, en particulier Taguieff, en France, qui a écrit 60 bouquins sur le complotisme. Taguieff, qui en 1967 était un sympathisant situationniste amateur de free jazz, et qui ensuite a été l'inventeur autour des années 2000 du concept d'islamo-gauchisme et du célèbre sophisme « les pires racistes sont les antiracistes ». Et qui est celui qui a la main mise sur le discours sur le complot en France, qui a fait un énorme boulot de source, je ne conteste pas qu'il ait travaillé beaucoup, mais qui a une grille idéologique qui est catastrophique. Et donc ce livre comble un vide, mais avant de pouvoir parler, et y compris peut-être de s'empailler, espérons-le, un peu sur la question, moi la première question que je poserai à Wu Ming 1, c'est ce livre a un prétexte qui touche aux activités du groupe auquel il appartient et qui lui a donné une envie et une urgence politique, une urgence aussi affective de répondre en faisant un livre. Et donc je vais juste te demander de nous raconter ça, parce que toute l'expérience Luther Blissett et Wu Ming et les livres que vous avez fait, en particulier un livre qui s'appelle Q, avec la lettre Q, cette expérience est assez mal connue en France. Buonasera a tutte e tutti, sono troppo insicuro del mio francese per poter discutere di questi argomenti e quindi appunto Serge. Bonsoir à toutes et à tous, je suis trop incertain de mon français pour pouvoir discuter avec vous en français. Quindi Serge e Anne faranno la traduzione consecutiva. Et donc Serge fera la traduction consécutive. Il pretesto, come lo ha chiamato Yves, è proprio questa lettera Q. Le prétexte, c'est justement cette lettre Q. Che era appunto il titolo del nostro primo romanzo collettivo. Qui est le titre de notre premier roman collectif. Uscito in Italia nel 1999, poi tradotto in 18 lingue. Sorti en Italie en 1999. Et traduit en 18 langues. E questa Q è il titolo del romanzo in tutti i paesi tranne che in Francia, dove si chiama L'œil de Carafa. C'est le titre qui est utilisé partout dans le monde pour toutes les traductions, sauf en France où il s'appelle L'œil de Carafa. Per ovvie ragioni di assonanza della lettera con una parte anatomica. À cause pour des raisons évidentes d'assonance de la lettre avec une partie anatomique. Nel 2018, a primavera, abbiamo cominciato a ricevere strani messaggi. En 2018, au printemps, nous avons commencé à recevoir d'étranges messages. E ci dicevano che qualcuno negli Stati Uniti stava usando il nostro romanzo. Qui nous disait que quelqu'un aux États-Unis était en train d'utiliser notre roman. Per costruire un movimento cospirazionista di destra. Pour construire un mouvement conspirationniste de droite. Chiaramente la cosa ci ha sbalorditi. Évidemment, ça nous a abasourdis. E siamo andati a vedere e a documentarci. Et nous sommes allés voir et nous documenter. Ed è così che abbiamo scoperto l'esistenza, all'epoca ancora giovane, del movimento QAnon. C'est ainsi que nous avons découvert l'existence du mouvement QAnon qui à l'époque était encore jeune. Infatti l'inizio di QAnon si può datare abbastanza facilmente all'autunno del 2017. Le début de QAnon peut se dater facilement à l'automne de 2017. Molte persone in Europa hanno scoperto QAnon quando diversi suoi adepti hanno preso d'assalto il Campidoglio di Washington il 6 gennaio 2021. Beaucoup de gens ont découvert l'existence de QAnon quand certains de leurs adeptes ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021.
ma noi ce ne stavamo occupando e lo stavamo monitorando dal 2018. Mais nous, on s'en occupait et on était en train de le surveiller depuis 2018. E in effetti, apro una parentesi, quando c'è stato l'assalto al Campidoglio, questo libro era già finito. Et de fait, quand il y a eu l'attaque au Capitole, ce livre était déjà fini. Ho chiesto all'editore un mese in più per poter aggiungere l'assalto al Campidoglio. J'ai dû demander à l'éditeur un mois en plus pour pouvoir commenter l'assaut du Capitole. Parlo dell'edizione italiana, naturalmente. Je parle de l'édition italienne, naturellement. Ecco, quando abbiamo scoperto dell'esistenza di QAnon abbiamo capito perché molta gente ci stava scrivendo. Quand nous avons découvert l'existence de QAnon, nous avons compris pourquoi beaucoup de gens nous écrivaient. Nell'autunno del 2017 su un forum molto frequentato dall'estrema destra americana che si chiama 4chan, durant l'automne 2017, sur un forum très fréquenté par l'extrême droite américaine qui s'appelle 4chan, un anonimo ha cominciato a pubblicare messaggi misteriosi, criptici. Un anonyme a commencé à publier des messages mystérieux, cryptiques. Sosteneva di essere un funzionario governativo ad alto livello. Et prétendait être un fonctionnaire du gouvernement à un haut niveau. In possesso di informazioni riservatissime. En possession d'informations très confidentielles. La sua missione era di farle trapelare pian piano. Sa mission était de les faire filtrer peu à peu. Informando così una comunità di patrioti rivoluzionari pour informer ainsi une communauté de patriotes révolutionnaires del fatto che Donald Trump stava per fare la rivoluzione negli Stati Uniti. Du fait que Donald Trump était sur le point de faire la révolution aux États-Unis. L'arresto di Hillary Clinton e la sua deportazione a Guantanamo erano imminenti. L'arrestation de Hillary Clinton et sa déportation à Guantanamo était imminente. Questo putsch rivoluzionario guidato da Trump si chiamava La Tempesta. Ce putsch révolutionnaire sous la guide Trump. Guidé par Trump, s'appelait La Tempête. E dopo La Tempesta ci sarebbe stato non solo negli Stati Uniti ma in mezzo mondo un grande risveglio. Et après la tempête, il y aurait dans le monde, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde, à travers le monde entier, un grand réveil. Questi messaggi erano tutti firmati solo con la lettera Q. Ces messages étaient tous signés avec la lettre Q. Intorno a questi dispacci nasce una prima comunità di persone che interpretano i messaggi. Autour de ces diffusions a commencé à naître une communauté de gens qui interprétaient ces messages. E qui nasce praticamente il culto di QAnon, che vuol dire l'anonimo Q. Et c'est ainsi qu'est né pratiquement le culte de QAnon. Ecco. Donc pour la lettre Q et Anon pour anonyme. Ecco, questo è lo scheletro della trama del nostro romanzo Q. Ça, c'est le squelette de la trame de notre roman Q. Nel nostro romanzo, un anonimo comincia a inviare lettere misteriose. Dans notre roman, un anonyme commence à envoyer des lettres mystérieuses. I destinatari sono una comunità di rivoluzionari. Les destinataires sont une communauté de révolutionnaires. Sì, XVI secolo. Au XVI siècle. E questi rivoluzionari sono i contadini insorti in Germania. Les révolutionnaires sont les paysans qui se sont soulevés en Allemagne. Nel 1524. En 1524. Questo anonimo dice di essere molto ben inserito nella struttura di potere dell'epoca. Cet anonyme dit être très bien inséré dans la structure de pouvoir de l'époque. Di essere in possesso di informazioni molto riservate. D'être en possession d'informations extrêmement confidentielles. Che vuole condividere con i rivoluzionari. Qui veut partager avec les révolutionnaires. Dice che è imminente una grande battaglia tra le forze del bene e le forze del male. Dit qu'une grande bataille entre les forces du bien et les forces du mal est imminente.
I rivoluzionari devono prepararsi e dopo ci sarà un grande risveglio. Que les révolutionnaires doivent se préparer, qu'après il y aura un grand réveil. Noi ci troviamo di fronte a tutte queste coincidenze. Alors, quand on s'est retrouvé face à toutes ces coïncidences, tra quello che sta succedendo in rete e la trama del nostro romanzo, entre ce qui se passait sur le net et la trame de notre roman, e ci chiediamo come sia possibile e pensiamo che la persona che si firma Q stia direttamente citando il nostro romanzo. Nous nous sommes demandé comment c'était possible et nous avons pensé que la personne qui signait Q citait directement notre roman. Andando ad approfondire scopriamo anche che c'è tutto un côté pedo-satanista. En approfondissant, nous avons découvert qu'il y avait tout un côté pédosataniste. Perché questa comunità che interpreta i messaggi di Q ad un certo punto compone un quadro. Parce que cette communauté qui interprète tous les messages de Q et à un certain point compose un tableau. Gli Stati Uniti sono governati in realtà da una setta, da una società segreta. Les États-Unis sont en fait gouvernés par une secte, une société secrète. Che si chiama la Cabale ed è formata da satanisti pedofili. Qui s'appelle la Cabale et qui est formée de satanistes pédophiles. Ne fanno parte Hillary Clinton, en font Obama, partie Hillary Clinton, Obama, Tom Hanks e tante altre strane apparizioni. Et beaucoup d'autres étranges apparitions. Questa setta beve il sangue di bambini. Cette secte boit le sang des enfants. Dopo averli torturati durante cerimoniali satanici. Après les avoir torturés durant des cérémoniales sataniques. Perché il loro sangue carico di adrenalina è un elisir di giovinezza. Parce que leur sang chargé d'adrénaline est un élixir de jeunesse. Costoro hanno in mano lo Stato profondo americano. Ces gens-là ont entre les mains l'État profond américain. Ma non controllano le forze armate, non controllano il Pentagono. Mais ne contrôlent pas les forces armées ni le Pentagone. Il Pentagono ad un certo punto ha scelto Donald Trump come presidente. Le Pentagone à un certain point a choisi Trump comme président. Per combattere contro i pedofili satanisti. Pour combattre contre les pédophiles satanistes. Fa ridere a raccontarlo così, però milioni di persone hanno creduto e tuttora credono veramente a questa fantasia di complotto. Ça fait rire d'entendre comme ça, mais des millions de personnes ont cru à ça. Ci sono anche stati... Et y croient encore. No, abuso. Sì. Finisco. Appunto al centro di questa fantasia di complotto c'è una vecchia leggenda urbana di cui noi ci siamo occupati tanto tempo fa, negli anni 90. Au centre de cette histoire de complot, il y a une vieille légende urbaine dont nous on s'est occupé dans les années 80. 90, pardon. Dans les années 90. Che è l'abuso rituale satanico. Qui est l'abus rituel satanique. Negli anni 80 in Nord America e negli anni 90 in Europa ci fu un'ondata di isteria di massa. Dans les années 80 aux États-Unis et des années 90 en Europe, il y a eu une onde d'hystérie de masse. Che è ricordata come il panico satanico. Qu'on se rappelle, dont on se souvient sous le nom de panique satanique. Molte persone sono state accusate di abuso rituale satanico, totalmente innocenti. Beaucoup de gens ont été accusés d'abus rituels sataniques qui étaient totalement innocentes. Anche nella nostra città Bologna ci fu un caso famoso, il caso dei bambini di Satana. Aussi dans notre ville Bologne, il y a eu le cas célèbre des enfants de Satan. E noi all'epoca, quando ci chiamavamo Luther Blissett, organizzammo una campagna di solidarietà e di controinformazione. Et nous à l'époque, on s'appelait pas encore au booming, mais Luther Blissett, et on a organisé une campagne de solidarité et de contre-information. E avevamo scritto molto e fatto anche delle azioni su questo argomento dell'abuso rituale satanico. On avait fait beaucoup d'actions et beaucoup écrit sur cette question de l'abus rituel satanique. Quindi concludo la risposta, ci siamo sentiti interpellati a due livelli. Donc face à ce qui se passait, on s'est senti interpellé à deux niveaux.
Questo anonimo stava molto probabilmente citando il nostro romanzo. Cet anonyme était en train de citer très probablement notre roman. E inoltre ci trovavamo di nuovo di fronte a questa leggenda di odio dell'abuso rituale satanico dopo tanti anni. Et en plus, on se retrouvait encore de nouveau face à cette légende de l'abus rituel satanique. Et ça, c'était le prétexte du livre. Voilà. Vous voyez, alors ça, c'est le bon. En fait, il sait très bien parler français. Mais oui. Mais ça, c'est en effet le prétexte satanique du livre qui vous a fait sourire jaune à certains moments. Dans le livre, c'est une boîte de Pandore. Hein. Il y a un nombre de récits dingos qui sont tous plus incroyables à lire les uns que les autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une méthode d'approche qui vient de la culture politique de ce groupe aussi et qui manque en général dans l'analyse des fantasmes de complot. Qui est d'essayer toujours de rapprocher, non pas... c'est-à-dire il y a un retour de flamme depuis le Moyen-Âge, puisque au Moyen-Âge, il y a même eu des accusations, les Juifs ou les musulmans ou les lépreux ou... Enfin bon, un certain nombre comme ça les sorcières évidemment, de boucs émissaires, ont été accusés de tuer des enfants chrétiens, alors parfois pour prendre leur sang. Donc on se trouve comme ça dans un truc qui est complètement délirant, QAnon reprenant un retour, ayant une sédimentation comme ça de plusieurs siècles, où tout d'un coup remonte presque à l'état, se synthétise avec l'humeur d'une époque, et tout d'un coup reviennent une matrice qui est presque la même. Donc il faut comprendre ça. Alors les anticomplotistes habituels, ils disent « Oh bah oui, tout ça c'est normal. Il y a un passage de relais de la même histoire, bah oui, c'est normal. » voilà. Mais comme si d'ailleurs on supposait presque que les complotistes continuent à se survivre à eux-mêmes et font passer le relais d'une génération à l'autre, ce qui n'a pas de sens. Et ton analyse, enfin votre analyse, et que tu soutiens, c'est de dire non, regardons à quel moment ça ressurgit. Et à quel moment ça ressurgit, dans quel contexte historique qui tout d'un coup peut adhérer ou peut tout d'un coup être sensible à la résurgence de telle chose qui est finalement de prendre des nouveaux boucs émissaires. Là, je fais juste une toute petite parenthèse. Moi, c'est vrai qu'en bossant pour l'article que j'avais fait pour Le Crieur sur une question qui était très simple, qui était le truc des Illuminati, dont me parlait mon fils, dont toutes les écoles, tous les mots me parlaient, etc. J'enquête, je vois, etc. Et tout d'un coup, je me dis... tiens, mais c'est hyper bizarre, pourquoi c'est passé dans la culture hip-hop? Pourquoi les Illuminati? Il y a quelque chose qui a été transbahuté dans des milieux extrêmement restreints, des milieux de droite chrétienne, alors chrétienne au sens où en France c'était l'abbé Baruel, les catholiques, et puis ensuite, et ça tu en parles aussi, très vite ça n'arrête pas de faire des allers-retours d'une rive à l'autre entre les milieux catho, chrétiens, intégristes de l'époque et les milieux protestants, puritains de l'autre côté des États-Unis. On n'arrête pas dans ton livre d'ailleurs de passer d'une côte à l'autre, voilà. Et c'est vrai que tout d'un coup on se demande comment ça a pu passer dans la culture du Black Power américain. Pour moi c'était une énigme. Et donc je suis allé chercher dans les années fin des années 60 et début des années 70 et on voit le terrier de lapin. On voit le moment où ça passe. Ça m'a pas fait très plaisir parce que je me suis aperçu que ça passait entre autres dans une chanson des Last Poets qui sont voilà, un groupe complètement génial et que j'adorais, etc. Mais avec des chansons, tout d'un coup, il y avait le délire anti-Illuminati qui passait, etc. Et anti-Illuminati, enfin non, pas pro ni anti, c'est-à-dire un délire autour de la fantasmagorie Illuminati. Disant que c'est eux qui dirigent les États-Unis de façon occulte, etc. Et donc on se dit mais comment c'est possible vu que cette chose était tenue plutôt par les suprématistes blancs, comment ça a pu passer dans cette culture et ressurgir avec une intensité énorme après les Twin Towers, mais c'est devenu un truc énorme. Tout était interprété, les signes kabbalistiques que faisaient toutes les stars de l'époque, etc. Donc voilà, cette chose-là, moi, m'avait fait découvrir
le seul, moi je trouve, théoricien français qui avait un peu bossé sur le complot d'une façon intéressante, qui était Edgar Morin. Edgar Morin, bon là, qui apparaît aujourd'hui comme une espèce de vieux monsieur adepte de la complexité, etc. Bon, je parle pas de sa position là, mais en 69, Edgar Morin avait fait un livre qui s'appelait La rumeur d'Orléans. La rumeur d'Orléans, c'était dans cette ville extrêmement conservatrice qui était Orléans, Jeanne d'Arc et tout ça, hein, et bien tout d'un coup, dans des magasins de cette ville, eh bien, on prétendait que après les cabines d'essayage, il y avait une trappe et tout ça, et qui aboutissait à une traite des blanches, etc. Alors, il y avait deux analyses possibles. Edgar Morin, évidemment, ne sous-estime pas qu'il y avait une part d'antisémitisme évident dans la dénonciation de ces magasins de fringues qui étaient souvent tenus par des gens dont les noms pouvaient avoir une connotation juive, etc. Il ne le dépréciait pas, mais il disait, on est en 69, on est dans l'après 68, une mutation épocale énorme s'est faite, et dans une ville comme ça, c'est un tremblement de terre dans les consciences, et en fait, il y a une matrice fantasmatique qui est l'horreur des mini-jupes qu'on vend dans ces magasins et la fascination pour l'ambivalence totale de cette chose qui est une réflexion à la fois puritaine et à la fois complètement libidinalement obsédée sur cette chose. Et c'est le seul endroit où j'ai vu cette analyse de la fantaisie du complot, de sa matrice subconsciente vraiment construite, qui fait que ces gens-là ont peur du monde qui vient. Ont peur des changements et d'époque, des changements de mœurs, des changements, voilà, et tout d'un coup réagissent en allant vers cette narration imaginaire. Alors, ton livre, sans y faire référence, tu m'as dit d'ailleurs que tu l'as lu après, les éléments d'Edgar Morin là-dessus, ton livre emploie, avec peut-être aussi une construction théorique, comment dire, dans ton passé politique, etc., un matérialisme, voilà, de l'extrême gauche italienne, post-opéraïste, etc. Ton analyse est fondamentalement d'essayer de se dire, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire juste la chronologie linéaire depuis les délires de complot sur les Templiers, sur je sais pas quoi, et de remonter à l'homme de Néandertal. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment ça surgit et qu'est-ce que ça signifie. Donc, je te propose de nous expliquer un des éléments fondamentaux de ton livre, et qui touche à la même époque qui m'avait intrigué. C'était fin des années 60, début des années 70, que moi j'avais qualifié comme le moment 71-72, le moment où ça apparaît. Moi j'avais dit c'est le moment où il y a la défaite du Black Power. La défaite par des centaines de morts, Attica, tout ça, et des milliers d'arrestations, la destruction vraiment quasi militaire du mouvement noir américain. Et toi, tu nous parles d'autre chose, tu nous parles de cette connexion étrange qu'il va y avoir entre le mouvement hippie et son devenir ésotériste et la synthèse, l'hybridation complètement, la mutation complètement folle avec les vieux mythes Illuminati et satanistes de la vieille droite puritaine américaine. Et là, tout d'un coup, moi j'ai découvert que des choses qu'on ne connaissait pas et qui sont incroyables. Sì, bisogna stare molto attenti a quei momenti che sono i crepuscoli, le albe. Il faut faire très attention à ce moment que sont les crépuscules. Le albe e i tramonti. Les aubes et les couchants. Gli inizi e le fini di cicli storici. Le début et la fin des cycles historiques. E nel andare all'indietro a cercare la genealogia di QAnon ho individuato un crepuscolo particolare. En allant en arrière pour faire la généalogie du QAnon, j'ai identifié un crépuscule particulier. E sono gli anni che vanno dal 69 al 73. Ce sont les années qui vont de 69 à 73. Cioè, dalla scoperta dei delitti della family di Charles Manson, de la découverte de la famille de Charles Manson,
all'uscita del film L'Esorcista. À la sortie du film L'Exorciste. Quello è un momento di ricombinazione culturale, C'est un moment de recombinaison culturelle, di apparizione di certi fantasmi, d'apparition de certains fantasmes. ed è tutto legato al tramonto della controcultura americana e alla sconfitta dei movimenti. Et tout cela, c'est lié au déclin de la contre-culture américaine et à la défaite des mouvements. Perché da un lato c'è appunto un ritorno di fiamma, un sussulto reazionario contro quella fase lì. D'un côté, il y a un retour de flamme réactionnaire contre ces mouvements. E dall'altra invece i reduci di quella fase, vuoi per la repressione, vuoi per altri motivi, cominciano a precipitare nel confusionismo. Et de l'autre, les rescapés de cette répression commence à plonger dans le confusionnisme. Ho individuato il primo esempio di fantasia di complotto legata alla cultura pop e ai media. J'ai identifié le premier fantasme de complot lié à la culture pop et aux médias. La prima fantasia di complotto a formare una vera e propria sottocultura legata al pop. Le premier fantasme de complot qui a formé une véritable sous-culture liée à la culture pop. E non è un caso che si formi nell'autunno del 1969. Et ce n'est pas par hasard si ça se forme à l'automne 1969. Perché quello è l'anno in cui il sogno hippie comincia a sgretolarsi. Parce que c'est l'année dans laquelle le rêve hippie commence à s'effriter. È anche l'anno in cui si sciolgono i Beatles. Et c'est aussi l'année in cui si sciolgono i Beatles. C'est aussi l'année où se sont dissous les Beatles. Et puis il n'y a plus de belle musique d'ailleurs. Bon. E in quel momento migliaia di persone si convincono che Paul McCartney è morto 3 anni prima. Et c'est l'année où des milliers de gens se convainquent que Paul McCartney est mort 3 ans auparavant. E che è stato sostituito da un sosia. Et qu'il a été remplacé par un sosie. Questa credenza è ancora viva oggi e dice che il Paul McCartney che noi vediamo oggi è il sosia. Cette croyance est encore vivante aujourd'hui et soutient que le Paul McCartney que nous voyons encore aujourd'hui est vivant. Et le sosie. Sì. Pardon. Ecco, sembra, sì. Attention, ecco. Attention, l'interprète fatigue. E all'interno di questa sottocultura cospirazionista che parte come un gioco ma poi viene presa sul serio, à l'intérieur de cette culture conspirationniste qui démarre comme un jeu et puis après qui est prise au sérieux, si affermano per la prima volta delle pratiche che poi vedremo in tutte le sottoculture cospirazioniste successive. S'affirment pour la première fois des pratiques qu'on verra ensuite dans toutes les sous-cultures conspirationnistes. L'interpretazione paranoica dei prodotti della cultura di massa. L'interprétation paranoïaque des produits de la culture de masse. Il pensiero di poter trovare simboli e collegamenti dappertutto, l'apofenia. La pensée de pouvoir trouver des liens partout. Questa pratica di ascoltare i dischi al contrario per trovare messaggi nascosti. D'écouter des disques à l'envers pour entendre des messages cachés. Brevemente, secondo queste persone, i Beatles avevano disseminato indizi della morte di Paul McCartney. Selon ces personnes, les Beatles avaient disséminé dans leurs disques des messages sur la mort de Paul McCartney. Nelle canzoni, nelle copertine dei dischi, nei video. Dans les chansons, sur les couvertures des disques, dans les vidéos. E sembra una cosa innocua, ma in realtà lì dentro vediamo per la prima volta formarsi delle tendenze che poi in realtà saranno molto, molto dannose. Ça semble inoffensif, mais en fait on voit démarrer des tendances qui après s'avèreront très dommageables. Perché queste pratiche, andando a ibridarsi con la risposta reazionaria degli anni 70, parce que cette pratique en s'hybridant avec la réponse
réactionnaires daranno vita a tutte le contemporanee fantasie di complotto di tipo satanista. vont donner vie à toutes les présentes fantasmes de complot de type sataniste. L'Esorcista, il film, è fondamentale. Le film L'Exorciste est fondamental. Noi vediamo che la casa in cui arriva Satana è la casa di una madre sola. La maison dans laquelle Satan arrive, c'était la maison d'une mère seule, senza l'uomo di casa. sans l'homme de la maison. E quello che viene punito di fatto è questa che viene visto come libertinismo dei costumi. Ce qui est puni, finalement, c'est une forme de libertinage des mœurs. La crisi della famiglia tradizionale. La crise de la famille traditionnelle. L'eroe è un prete gesuita psichiatra. Le héros, c'est un prêtre jésuite psychiatre. E nel film il diavolo esiste veramente. Et dans le film, le diable existe vraiment. L'esorcismo davvero ha effetto. L'exorcisme a vraiment de l'effet, fait vraiment de l'effet. Inaugura un filone che poi è stato chiamato Catholic Horror. Ça inaugure un filon qu'on a ensuite appelé le Catholic Horror. E c'è una scena chiave che è quella in cui la ragazzina posseduta parla a rovescio. Et il y a une scène clé où la gamine possédée parle à l'envers. Qui vediamo come questa pratica del cercare messaggi registrati a rovescio è passata dai Beatles a Satana. Et c'est de là que nous voyons comment cette pratique d'écouter les messages à l'envers est passée des Beatles à Satan. Sono gli anni in cui la destra evangelica americana comincia a spopolare ovunque. Cioè Ce sont les années où la droite religieuse américaine commence à s'installer partout. E formerà anche la famosa maggioranza morale che porterà Ronald Reagan alla Casa Bianca. Et va former la fameuse majorité morale qui emmènera Reagan à la présidence. Ecco, all'epoca tutte queste persone sono ossessionate dal diavolo. À l'époque, toutes ces personnes sont obsédées par le diable. E cominciano anche delle campagne, ad esempio contro gruppi rock che secondo loro sono adoratori di Satana. Et commencent des campagnes contre des groupes rock qui, selon eux, sont des adorateurs de Satan. CDC, Judas Priest, Led Zeppelin e poi tutto il black metal, il death metal, eccetera. Ecco, qui dentro c'è già tutta la brodaglia di QAnon. Non, donc là-dedans, il y a tout la bouillie de QAnon. Manca però internet. Mais il manque Internet. Manca però internet, ma dal punto di vista dei noccioli narrativi abbiamo già quasi tutto. Mais du point de vue des noyaux narratifs, on a déjà tout. E nasce come risposta ai movimenti degli anni 60. Et ça naît comme réaction au mouvement des années 60. E anche in parte come degenerazione dell'immaginario di quei movimenti. Et en partie comme dégénération de l'imaginaire de ces mouvements. Perché nel frattempo anche tutto il côté, diciamo, esoterico, flower power, psichedelico, proto New Age. Parce que entre-temps, tout le côté psychédélique, New Age, flower power, comincia ad avere delle derive di destra neoliberale o proprio fascistizzante. Commence à avoir des dérives néolibérales ou réellement fascistes. Moi je trouve que c'est vraiment cette façon de traquer non pas les méchants complotistes, mais d'essayer de regarder comment les imaginaires, par exemple de révolte des années 60, peuvent se faire piéger après la défaite, peuvent tout d'un coup faire des synthèses tout à fait paradoxales avec les milieux évangélistes américains. Vous en trouverez dans ce livre des dizaines, et extrêmement documenté, et c'est une relecture vraiment absolument passionnante de ce qui se passe, je dirais des contre-chocs de la réalité sociale, des antagonismes sociaux. Il y a des contre-chocs dans les imaginaires qui partent en vrille et qui quittent la scène de l'antagonisme, de l'action, de la lutte, pour aller dans des lignes de fuite complètement délirantes. Et c'est ça le complotisme. Alors, à ce stade-là, on peut dire que ce livre, quand je disais, un peu de façon comme ça, en disant que ça me faisait penser à 1000 plateaux de Deleuze, c'est au sens où, dans sa construction même, une des choses étonnantes, c'est que vers la page 200, autour de la page 200, tout d'un coup, avouant, parce que c'est ta méthode aussi, avouant le fait que tu doutes, que
tu t'y perds, que c'est un dédale qui est difficile à parcourir. Tout d'un coup, tu dis, bon, là, il faut quand même faire des distinctions nettes de comment on nomme les choses. Parce que si on ne fait pas ces distinctions, on n'y comprend rien. Et là, j'avoue que j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et ça ne pouvait pas être écrit ici en France. Ça, forcément, c'était écrit en Italie, parce qu'en Italie, depuis l'attentat de Piazza Fontana, qu'on a mis sur le dos d'un anarchiste qui, soi-disant, s'est jeté par la fenêtre, eh bien, oui, ça existe, l'État profond. Oui, ça existe, les complots. Et on l'a découvert des décennies plus tard, la loge P2. Oui, peut y avoir des liens avec des services secrets. Oui, tout ça existe. Et donc, c'est de ce pays-là, un pays qui a réellement connu une réaction de conjurer de l'État profond, etc., pour détruire la lutte des classes qui se passait à ce moment-là en Italie. Eh bien, oui, tu as eu besoin de dire maintenant, on met les choses au clair. Il y a des complots réels, il y a des complots imaginaires, et il y a des mots qu'il ne faut plus employer. C'est-à-dire, il faut faire le clair en disant, il n'y a pas de... S'il y a des théories de complots, on a des hypothèses du fait qu'il y a des complots réels, bon ben, on émet des hypothèses et on peut essayer d'avancer théoriquement sur ces choses-là, ok, mais les autres, on appelle ça des fantasmes de complot. Parce qu'il faut bien dire que ce sont des processus imaginaires et que ce n'est pas du tout la traque, avec cette phrase inouïe dans ce livre, qui moi, je trouve renversante. Il faut dire à toute personne qui peut être un peu pris dans le cloud et dans le nuage délirant du complot, il faut lui dire, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a jamais aucune théorie du complot qui ait dénoncé des vrais complots. Toutes les théories de complot, ça décrit des complots qui n'existent pas. Et tu prends cet exemple, tu dis, ou alors, comment ça se fait d'ailleurs que les gens qui rentrent dans ces trucs-là, ils dénoncent jamais, par exemple, le médium sur lequel ils sont. C'est-à-dire les gens qui dirigent Facebook, les gens qui dirigent tout ça. Ah non, ceux-là, ils s'en occupent pas, ils font pas partie des cabales. Parce que c'est leur endroit de jeu. Et puis, on va dire Big Pharma, etc. Non, non, disons, puisque tu parles de ça au moment du vaccin, tu dis, non, c'est pas sur en fait, c'est pas sur les vaccins que l'entreprise pharmaceutique fait du blé. C'est sur d'autres choses. Donc là, on peut les dénoncer. On a une attitude politique réellement de dire oui, il y a des ententes financières dans les pharmacies, dans les empires et trusts pharmaceutiques, etc. Mais pas Big Pharma qui sera aux mains des satanistes. Ça, c'est une façon de ne pas dénoncer les vrais complots. Donc je te laisse et nous expliquer, je trouve, cette façon de faire des distinctions qui éclairent ces narrations toxiques qui ne sont pas des théories de complot. Sì, voilà. L'attentat politique de Serge. Sì. Vabbè. Ad un certo punto ho sentito la necessità di fare un inventario dei concetti, cioè quali concetti non usare e quali invece usare. À un certain moment, j'ai senti la nécessité de faire un inventaire des concepts, c'est-à-dire quel concept utiliser et quel concept ne pas utiliser. E se mi servivano dei concetti che non c'erano, li dovevo creare io. Et si j'avais besoin de concepts qui n'existaient pas, il fallait que je les crée moi. Ad esempio, l'ambiguità della formula teoria del complotto. Par exemple, l'ambiguïté de la formule théorie du complot. In realtà non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato nell'avere una teoria su un complotto. En réalité, il n'y a rien d'intrinsèquement erroné que d'avoir une théorie sur les complots. Yves, ricordato i complotti politici nell'Italia degli anni 70, furono denunciati da persone che avevano una teoria. Et Yves a rappelé des complots qui ont réellement existé dans les années 70 et qui ont été dénoncés par des personnes qui avaient une théorie. E la teoria era giusta. Et la théorie était juste. Ecco, allora questa espressione non funziona. Alors cette expression ne fonctionne pas. Bisogna sdoppiarla. Il faut la dédoubler. E distinguere tra una ipotesi di un complotto plausibile. Distinguer entre une hypothèse de complot plausible e invece una fantasticheria su un complotto immaginario. Et au contraire, une fantasmagorie sur un complot inventé.
Però bisogna distinguere a monte cosa distingua un complotto reale da un complotto immaginario. Mais il faut distinguer en amont ce qui distingue un complot réel d'un complot imaginaire. Allora ho fatto una catalogazione dei complotti storicamente verificati di cui ero a conoscenza. Alors j'ai fait un catalogage des complots dont historiquement j'avais la connaissance. E ne ho elencato le caratteristiche comuni. Et j'ai fait la liste des caractéristiques communes. Poi ho preso le varie narrazioni cospirazioniste che conoscevo e ho fatto la stessa cosa. Et puis j'ai pris les différentes narrations conspirationnistes que je connaissais et j'ai fait la même chose. E ho visto che l'elenco delle caratteristiche dei complotti immaginari era esattamente il rovescio dell'altro. Et j'ai vu que la liste des caractéristiques des complots imaginaires était exactement le contraire de l'autre. Un complotto reale di solito ha un focus ben definito. Le complot réel a d'habitude un point central bien défini. Può essere riassunto abbastanza facilmente. Il peut être résumé assez facilement. E messo in pratica da un numero limitato di soggetti. Mis en pratique par un nombre limité de personnes. Che possono anche essere molte, ma comunque è un numero, è quantificabile. Mais, en tout cas, ils peuvent être nombreux, mais en tout cas, c'est un certain nombre, ils sont quantifiables. Di solito quando vengono scoperti finiscono. Et d'habitude, quand ils sont découverts, le complot se termine. Perché vengono messi in pratica in maniera imperfetta. Parce que ces complots ont été mis en pratique de manière imparfaite. Perché nella realtà sociale la perfezione non esiste. Parce que dans la réalité sociale, la perfection n'existe pas. Di solito a scoprirli e a farli cessare non sono mai cospirazionisti. En général, ceux qui les découvrent et les font cesser, ce sont jamais des conspirationnistes. Sono magari collettivi di inchiesta nati nei movimenti sociali. Ça peut être des collectifs d'enquête issus des mouvements sociaux. Come il caso della strage di Piazza Fontana e della strategia della tensione in Italia. Come dans le cas du massacre de la Piazza Fontana et de la stratégie de la tension en Italie. Oppure possono essere scoperti da giornalisti investigativi. Ou ils peuvent être découverts par des journalistes d'investigation. O addirittura da commissioni parlamentari. Ou même carrément par des commissions parlementaires. Alcune delle cose più incredibili che sono venute fuori sulla CIA. Quelques-unes des choses les plus incroyables qui sont sorties sur la CIA sono state scoperte da una commissione d'inchiesta del Congresso degli Stati Uniti. Ont été découvertes par une commission d'enquête du Congrès des États-Unis. Ecco. Questi complotti reali sono sempre molto legati alla loro epoca storica. Ces complots réels sont toujours très liés à leur époque historique. Se io penso allo scandalo Watergate, penso agli anni 70. Si moi je pense au scandale Watergate, je pense aux années 70. Ecco. Invece i complotti immaginari en revanche, les complots imaginaires non hanno un focus ben preciso, ma riguardano il dominio di tutto il mondo e tutta la realtà. Non pas un point central bien précis, mais regardent la domination du monde et de toute la réalité. Sono presuntamente messi in pratica da un numero di soggetti illimitato. Ils sont censés être mis en œuvre par un nombre illimité de sujets, de personnes. Sono messi in pratica in una maniera perfetta. Ils sont mis en pratique de manière parfaite. Tutto è stato perfettamente programmato. Tout a été parfaitement programmé. E ogni cosa che succede fa parte del piano. Et tout ce qui se passe fait partie du plan. A denunciare questi complotti sono cospirazionisti di tutto il mondo. Ceux qui dénoncent ce complot sont des conspirationnistes du monde entier. Alcuni complotti vengono denunciati da secoli. Certains complots sont dénoncés depuis des siècles. Eppure non finiscono. Et pourtant, ils ne finissent jamais. Proseguono indefinitamente. Continuent de manière indéfinie. Non sono legati a un preciso contesto storico e sociale, ma sono eterni. Ils ne sont pas liés à un contexte historique et social précis, mais ils sont éternels. Il complotto dei Templari dura da almeno 800 anni. Le complot des Templiers dure depuis au moins 800 ans. E quindi trascende ogni epoca storica e contesto sociale. Donc il traverse toutes les époques historiques et les contextes sociaux. E infine, a differenza dei complotti reali, sono difficilissimi da riassumere.
Et à la différence des complots réels, ils sont difficiles à résumer. Sono delle costruzioni narrative iperbarocche che continuano a crescere aggiungendo particolari. Ce sont des constructions narratives hyper baroques qui continuent à croître, à se développer. E quindi ho creato questi due concetti, ipotesi di complotto e fantasma di complotto. Donc j'ai créé ces deux concepts, hypothèse de complot et fantasme de complot. Poi mi sono chiesto, ma qui vado breve, mi sono chiesto qual è la funzione sistemica. Et puis je me suis demandé quelle est la fonction systémique. Che ruolo hanno i fantasmi di complotto nella società capitalistica? Quel rôle ont les fantasmes de complot dans la société capitaliste? E quindi ho coniato anche altri due concetti che sono narrazione diversiva. Et donc j'ai créé deux autres concepts qui sont la narration de diversion e l'omeostasi del sistema. Et l'homéostase du système. E praticamente è il sottotitolo del libro Comment les fantasmes de complot défendent le système. Lo traduco? Alors maintenant, c'est aussi la grande honnêteté de ce livre, la grande honnêteté qui est prise d'ailleurs dans la forme même du livre, mais qui est aussi une honnêteté politique, qui est de dire comment on débunk, comment on défait, comment on déconstruit, comment on réfute le complot. Et les gens qui peuvent y croire, sans les mépriser, sans juger qu'ils sont socialement incultes, sans les prendre pour des gens, sans les psychiatriser, etc., qui sont des pratiques habituelles et qui sont des pratiques qui, en fait, produisent une défense du système. C'est-à-dire, en fait, on dit les pires ennemis du système démocratique, c'est ces complotistes, etc. Et finalement, mieux vaut finalement le monde tel qu'il est plutôt que ces gens qui sont affreux et qui ont des délires malfaisants. Et donc, on les satanise d'une certaine manière. On renverse les choses. Et ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu tout le temps, toutes les 30 pages, etc., tu dis combien il est difficile de désamorcer cette bombe psychique, ce que Wilhelm Reich appelait la peste émotionnelle, cette espèce de... C'est difficile. On le sait bien que c'est difficile politiquement de le défaire, et c'est pas en jetant l'anathème sur tel ou tel, et y compris dans des milieux révolutionnaires, et y compris quand il y a des mouvements sociaux qu'on trouve impurs et tout ça. Donc, tu te poses toutes ces questions, et ça, c'est quelque chose qui m'a plu, parce que c'est vrai que il faut essayer de ne pas être sans cesse dans cette façon de remettre des bons et des méchants dans l'histoire. Donc, ça va très loin quand même, ton auto-analyse de la difficulté à faire ces complots, parce que ton propre groupe a pratiqué finalement le canular, l'ironie. Le canular, donc, c'était une pratique courante qui était un canular qu'on outait 3 semaines après, ou 2 mois après, ou 2 ans après, pour démonter la chose et que les gens puissent être en face du processus de crédulité qu'ils avaient pu avoir, et en voyant que c'était faux. Et en fait, tu as pratiqué l'ironie, tu as pratiqué finalement toutes ces choses qui peuvent venir du détournement et de l'histoire des avant-gardes du détournement, c'est-à-dire les pratiques situationnistes, etc. Et en fait, ou une chose par rapport à quelque chose qui est très important dans la culture italienne, Umberto Eco, qui a vraiment dans des livres, finalement c'était des livres satiriques pour se moquer de toutes les matrices complotistes du Moyen-Âge, etc. Il mélangeait tout, mais lui, c'était pour se marrer, pour montrer que tout ça était bidon. Et en fait, c'est des choses qui ont nourri des complotistes qui ont été pris au pied de la lettre. Et tu montres, moi je me rappelais plus, le délire sur le fait qu'il n'y a jamais eu d'alunissage sur la Lune. Ce délire a été totalement nourri par un documentaire génial prouvant que c'était insensé, mais le prouvant en faisant un fake autour de Kubrick, autour de tout ça. Et en même temps, les gens, après, ça a nourri le fait de le croire, alors qu'à la fin du film, ils disaient tout est bidon de ce que je viens de vous dire. Donc,
tu te poses cette question de comment on peut le combattre? Est-ce qu'on peut le combattre par les anciennes méthodes d'ailleurs que vous avez utilisées ou est-ce que finalement il faut faire autrement? Et c'est une question politique centrale. On sait très bien que, y compris dans nos milieux, des gens ont pu basculer dans des délires anti-vax, dans des choses comme ça. Il ne faut pas leur jeter l'anathème forcément, mais comment on fait alors? Comment on fait? Donc c'est une question qui est à la fois littéraire, puisque vous avez pratiqué le roman historique, vous avez fait ce livre Q, et puis vous vous retrouvez face à QAnon qui se nourrit de cet imaginaire. Tout d'un coup, il y a un piège. Comment ne pas tomber dans ce terrier à lapin? Terrier du lapin. À toi de jouer. Allora, 3 punti che voglio toccare. Trois points qui doivent être dits. Quello del nocciolo di verità che c'è dentro anche alla fantasia di complotto più farneticante. Celle du noyau de vérité qu'il y a même dans le fantasme de complot le plus délirant. Che per la mia formazione e gli strumenti che uso io vedo come un nocciolo di verità anticapitalistico. Et qui, par ma formation, que je vois comme un noyau de vérité anticapitaliste. L'altro punto è che chiunque di noi può essere cospirazionista. L'autre point, c'est que n'importe qui d'entre nous peut être conspirationniste. E di fatto è molto difficile trovare, anche diciamo in ambienti di compagni, et il est de fait très difficile de trouver parmi les camarades qualcuno che non abbia mai creduto ad almeno una fantasia di complotto. Quelqu'un qui n'a pas cru au moins à un fantasme de complot. Ad esempio ci sono fantasie di complotto dal contenuto anti-imperialista. Par exemple, il y a des fantasmes de complot de contenu anti-impérialiste. E il terzo punto è come è stato scritto il libro, perché nel libro, cioè nel suo stesso stile, ho cercato di dare degli elementi di risposta alla domanda di Yves. Et le troisième point, c'est comment a été écrit le livre, parce que dans le livre, dans la manière dont il a été écrit, j'ai essayé de donner la réponse à la question de Yves. Cercherò di essere sintetico. Je crois avoir été synthétique. Allora, ogni fantasia di complotto ha un nocciolo di verità che sta nel nostro mal di vivere nella società capitalistica. Chaque fantasme de complot a un noyau de vérité qui se trouve dans notre mal de vivre dans la société capitaliste. Il cospirazionismo dà risposte sbagliate a domande giuste. Le conspirationnisme donne des mauvaises réponses à des bonnes questions. E di solito la domanda chiave è: perché faccio una vita così di merda? Parce que en fait, d'habitude, la bonne question, c'est pourquoi est-ce que je mène une vie de merde? Soprattutto durante i confinamenti pandemici, surtout durant le confinement de la pandémie, milioni e milioni di persone si sono resi conto che la loro vita non aveva senso. Des millions et des millions de personnes se sont rendus compte que leur vie n'avait pas de sens. E hanno cercato delle risposte. Et ils ont cherché des réponses. E hanno anche preso delle decisioni importanti per la loro vita. Elles ont aussi pris des décisions importantes pour leur vie. In Occidente nell'ultimo anno milioni di persone hanno dato le dimissioni dal loro lavoro. En Occident, des millions de personnes ont donné la démission de leur travail. Anche in assenza di altri lavori e di prospettive chiare sul loro futuro. Même en l'absence d'autres boulots et de perspectives claires sur leur avenir. Semplicemente non tolleravano più la vita che avevano vissuto fino a quel momento. Simplement, ils ne toléraient plus la vie qu'ils avaient menée jusque-là. Quando qualcuno si chiede perché la mia vita non ha senso, ecco che arriva il cospirazionismo a dare una risposta. Quand quelqu'un se demande mais quel sens a ma vie, voilà qu'arrive le conspirationnisme pour donner une réponse. Perché tu sei vittima di un complotto. Parce que tu es victime d'un complot. E tutta la realtà sociale in cui vivi è il risultato di un complotto. Parce que toute la réalité sociale dans laquelle tu vis est le résultat d'un complot. Allora, il problema degli anticospirazionisti, debunker, fact-checker, illuministi. Le problème des anti-conspirationnistes, des débunkers, des fact-checkers et autres illuministes. E che ti dicono che la risposta è sbagliata, ma se ne fottono della domanda. Ils te disent que la réponse est erronée, mais ils s'en foutent complètement de la question. A loro non frega niente del malessere che provano le persone. Eux, ils n'en ont rien à foutre du malaise qu'éprouvent les gens. A loro interessa solo dire che questa notizia è falsa, questa cosa è falsa. La seule chose qui leur intéresse, c'est de dire ça c'est faux, ça c'est faux.
In questo modo non fanno altro che difendere lo status quo De cette manière-là, ils ne font que défendre le statu quo e rafforzano le convinzioni dei cospirazionisti. et renforcent les convictions des conspirationnistes. È una dialettica circolare malata C'est une dialectique circulaire malade fra due tribù che si somigliano tantissimo. entre deux tribus qui se ressemblent beaucoup. L'altra cosa è appunto chi crede a una fantasia di complotto non è vero che è stupido, che è ignorante. Autre chose, c'est que les gens qui croient au fantasme de complot, c'est pas vrai que ce sont des gens idiots, ignorants. Anzi, molte persone sono molto istruite e intelligenti. Beaucoup de gens sont très instruits et intelligents. E spesso sono tuo padre, tua sorella, il tuo migliore amico. Et souvent, c'est ton père, ta sœur, ton meilleur ami. Non c'è un solco che divide tra noi e loro. Il n'y a pas une frontière qui nous dit il y a eux et il y a nous. Soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni le famiglie sono state proprio sconvolte. Dans les 2 ou 3 dernières années, les familles ont été bouleversées. Compagnie di amici che si frequentavano da decenni sono andati in pezzi. Des groupes d'amis qui se fréquentaient depuis des décennies ont éclaté. Però sono tutte persone che non possono essere separate tra ignoranti e intelligenti. Mais no? ces gens-là, on ne peut pas faire de séparation entre les ignorants et les intelligents. E questa cosa può succedere in realtà a chiunque di noi. Et ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. In un momento di particolare crisi, Dans un moment de crise particulière, chiunque può cadere nella tana del coniglio. n'importe qui peut tomber dans le terrier du lapin. Perché il cospirazionismo fa leva su dei meccanismi che sono nella mente di chiunque di noi. Parce que le conspirationnisme se sert de mécanismes qui sont dans l'esprit de chacun d'entre nous. Il cospirazionismo risponde a dei bisogni Le conspirationnisme répond à des besoins e dà anche delle risposte a dei desideri. et donne aussi des réponses à des désirs. Ti dice ecco la verità, sapere questa verità ti dà un potere. Il te dit voilà la vérité et savoir cette vérité te donne un pouvoir. Ci sono le persone normali che queste cose non le sanno, tu invece le sai. Il y a les personnes normales ne les savent pas et toi en revanche tu les sais. Ora combatti per affermare questa verità. Maintenant combat pour affirmer cette vérité. Quindi ti dà un senso di agency, si dice in inglese, di capacità di azione. Donc ça te donne un sens d'agency, agentivité, on dit je crois aussi. Ti dà una causa per cui lottare. Ça te donne une cause pour laquelle lutter. Ti dà anche una dimensione collettiva. Ça te donne aussi une dimension collective. E quindi risponde a un bisogno di critica nei confronti del potere e anche di incanto. Ça donne donc une réponse à un besoin de critique par rapport au pouvoir et aussi un besoin d'enchantement, d'émerveillement. Allora anche noi dobbiamo fornire una critica al potere e una dimensione di incanto. Alors nous devons fournir à la fois une critique du pouvoir, mais aussi une dimension d'enchantement. Il cosiddetto fact-checking non fa nessuna delle due cose. Ce qu'on appelle le fact-checking ne fait rien de ces deux choses. Allora mi sono chiesto come posso scrivere questo libro in modo che la forma sia una messa in pratica di questo contenuto. Alors je me suis demandé comment écrire ce livre de manière que la forme soit la mise en pratique de ce contenu. E ho usato molte tecniche letterarie, sperimentazioni stilistiche. Et j'ai utilisé beaucoup de techniques littéraires d'expérimentation stylistique. Un uso molto strano dei tempi verbali. Un usage très étrange des temps verbaux, ça c'est vrai. Ho usato anche les traducteurs. Sì. E ho usato anche come strumenti la visione, il sogno, l'allucinazione. J'ai utilisé aussi comme instrument le rêve, l'hallucination. Ce qu'il faut dire, c'est que les 200 dernières pages du livre, non, mais ça, je vais pas raconter. Il y a plein d'histoires dedans, mais ce qu'on peut juste dire, c'est que la modalité, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu lâches toute possibilité d'un discours qui serait construit de façon académique, documentaire, etc. Et en fait, tu rêves. Et tu as des rêves dans lesquels il y a des discussions, dans lesquels tout d'un coup, comme dans les rêves, il y a des associations d'idées.
creuse des choses, etc. Donc c'est une façon de dire, il n'y a pas que des moyens pseudo-rationnels, et tu appelles ça le ratio-suprématisme, c'est-à-dire cette espèce d'arrogance de celui qui dit « moi j'ai la raison, vous êtes dans la déraison », comme si la déraison, comme si l'irrationalité, comme si l'émerveillement, comme si le rêve ne faisait pas partie des choses à valoriser existentiellement, tu vois, et de faire une fausse coupure entre les rationnels, très connus en France, entre les cartésiens, les rationnels et les rêveurs. Et tu dis, il faut aussi être rêveur, même quand on est révolutionnaire. Le ultime 200 pagine sono un mio tentativo di usare il sogno come strumento di inchiesta. Les 200 dernières pages sont ma tentative d'utiliser le rêve comme instrument d'enquête. Che può sembrare una contraddizione in termini. Ce qui peut sembler une contradiction dans les termes. Perché nel sogno non c'è la logica A è diverso da non A. Parce que dans le rêve, il n'y a pas la logique A est différente de non A. Nel sogno le concatenazioni non sono logiche ma analogiche. Dans le rêve, les liaisons ne sont pas logiques mais analogiques. E però ho fatto questo esperimento, io sogno di essere in un bar. Alors j'ai fait cette expérience, je rêve d'être dans un bar. E questo bar in realtà è uno dei luoghi più importanti di un altro libro, Il pendolo di Foucault di Umberto Eco. Et ce bar est un des lieux importants d'un livre de Umberto Eco. Le pendule de Foucault. Le pendule de Léon Foucault, pas de Michel Foucault, mais il y a une référence. E io nel sogno dialogo con due dei protagonisti di quel romanzo di Umberto Eco. Dans le rêve, je parle avec deux personnages du roman di Umberto Eco. Che sono due editori. Qui sont deux éditeurs. E io gli sto proponendo questo libro. Et moi, je leur propose ce livre. Gli ho mandato la prima parte. A loro gli ho inviato la prima parte. Je leur ai envoyé la première partie à eux. E loro mi chiedono come sarà la seconda. Et eux, ils me demandent mais comment va être la deuxième partie. E io comincio a raccontargliela. Et moi, je commence à la raconter. E quel racconto è già la seconda parte del libro. Et le récit est déjà la deuxième partie du livre. Ed è la ricostruzione della genealogia di tutte le storie di cui QAnon è l'ultima sintesi. Et c'est la reconstruction de toutes les histoires dont QAnon est la synthèse. C'est vrai que ce qui est aussi très intéressant dans ce passage à l'intérieur du livre vers le rêve, c'est qu'il y a aussi un passage il y a les choses qu'on peut documenter à travers une forme écrite, même si elle n'est jamais universitaire dans ton livre. Et puis à un moment donné, on passe à l'oral, on passe au fait qu'il faut débattre, il faut causer avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba d'une culture non pas militante, mais d'une culture, voilà, discuter sans s'empailler, même ne pas être d'accord, mais le faire à travers, voilà, pas, ça serait bien. D'ailleurs, c'est sur le moment où le public pourrait commencer le public pourrait commencer à intervenir, à faire des interventions. Le complot qui arrive, c'est génial. C'est super. Mais Revesti sur patte. Perfetto, bon, perfetto, fantastico, perfetto. Professionnel du canular, oui, oui. Il y a un autre. Bon, non, mais on peut. Sì, per me. Grandissimo, grandissimo. No, è perfetto, è perfetto, è perfetto. Bon, enfin, Ma devo dire che un po' me l'aspettavo. Je dois dire que je m'y attendais un peu. Non, mais il y a aussi une chose que je vais me permettre de signaler aussi dans le bouquin, c'est cet usage de l'imparfait, pas du plus que parfait d'ailleurs. Toi, tu disais que c'était le plus que parfait. En fait, c'est l'imparfait en français. Tu as un usage de l'imparfait. Ton usage de l'imparfait a une raison que j'aimerais bien que tu nous expliques. Sì. Pourquoi
Toute la première partie du livre est écrite à l'imparfait. Sì, allora la prima parte del libro è scritta tutta al trapassato, al più che perfetto, come dite voi. No, à l'imparfait. No, l'imparfait è per le azioni continuative, no? Il più che perfetto è quello per il tempo anteriore. No, è scritta, elle est écrite à l'imparfait. Oui. Allora, sì, ci sono tutte e due, ci sono il più che perfetto e l'imparfait, ci sono tutte e due. Vabbè, praticamente nel libro io mi colloco in un futuro molto lontano. Dans le livre, en fait, je me place dans un futur très lointain. E da quel futuro molto lontano io ricordo l'autunno del 2020. Et dans ce futur très lointain, je me rappelle l'automne de 2020. E ricordo cosa pensavo nell'autunno del 2020. Et je me rappelle de ce que je pensais à l'automne 2020. Nell'autunno del 2020. Excusez-moi une seconde, je remarque que en fait, c'est ça l'encanto, l'enchantement, c'est que il y a les quelques privilégiés qui ont réussi à avoir le tract se jettent dessus et le dévorent parce que il y a un côté évidemment enchantement. Oui. Ils disent des grossièretés, ils disent des méchancetés. Vite, il faut le lire. Fantastique. Donc, Allora, io ricordo cosa pensavo nell'autunno del 2020. Nell'autunno 2020 stavo pensando a tutto il lavoro che avevo fatto per scrivere il libro. Et donc je me rappelle ce que j'avais fait à l'automne 2020 et à l'automne 2020, tout ce que j'avais fait pour écrire le livre. Quindi la prima parte del libro è un lunghissimo flashback. Donc la première partie du livre, en fait, c'est un très long flashback. Però è un flashback ricordato da un futuro lontano, forse già post-capitalistico. C'est-à-dire d'un futur qui est très lointain, peut-être déjà post-capitaliste. Allora, in parole più semplici, en mots plus simples, questo libro parla al passato anche di cose che sono ancora valide adesso. Ce livre parle au passé de choses qui sont encore valides aujourd'hui. Perché vorrei che fosse leggibile anche in un futuro in cui tutto questo non esisterà più. Parce que je voudrais qu'il soit encore lisible dans un futur où tout ça n'existera plus. Non esisterà più il capitalismo. Le capitalisme n'existera plus. E quindi non esisteranno più nemmeno le narrazioni diversive. Et n'existeront plus donc les narrations de diversion. Bon, là on va clore en tout cas notre présentation, mais on aurait pu encore parler longtemps, en particulier les désaccords que nous pouvons avoir avec les conspirationnistes manifestes qui sont persuadés qu'il y a intentionnalité et surintelligence de la part des ennemis qui ont tout prévu, qui ont tout planifié. Voilà, c'est notre désaccord, c'est l'intentionnalité. Il y a un problème de surestimation. Tu en parlais sur l'émission qui va passer sur lundi matin et lundi. C'est un problème d'intentionnalité, c'est ça le problème. I compagni complottisti sono apologeti del nemico. Les camarades complotistes sont en fait des apologues, ils font l'éloge de l'ennemi. Perché descrivono il nemico come super intelligente, onnipotente, in grado di predeterminare tutto. Di fatto lo sottovalutano e ne fanno l'elogio. Parce que de fait, ils le décrivent comme surpuissant, en capacité de tout prévoir, et de fait, ils le surévaluent. Hélas, Debord n'est toujours pas mort dans pas mal d'esprits. Oui, exactement. Nous allons donc maintenant. Exactement. Nous allons donc, mais le situationniste, ça s'empaillait, il y avait du débat, il n'y avait pas que Guy Debord qui a récupéré en tant qu'auteuriste old school, qui a récupéré la marque de fabrique du situationnisme, mais il n'était pas seul. On va peut-être vous laisser conclure par quelques questions, voilà. Ça tombe bien, je suis à côté du micro. Moi, j'ai une information à fournir par rapport à ce que tu disais au début, par rapport à l'ancienneté de cette chose qui presque semble appartenir à, si tant est que la chose existe, une nature humaine. J'ai entendu, je crois que c'est hier matin à France Q, il y a une journaliste de Libération qui disait qu'on a retrouvé une momie sumérienne, une sorte de fossile, enfin je dormais à moitié, et donc qui est enchaîné
En fait, le cadavre, la momie était encore enchaîné de façon extrêmement curieuse. Et on avait vidé ses entrailles, etc. Donc mais ça date d'il y a 5000 ans. Et c'était déjà un rite de purification. Voilà, ça c'est une chose. Et d'autre part, j'ai une question par rapport à... tu parles, donc je comprends très bien de l'exorciste. C'est 1974, je crois, Brian De Palma, il me semble. Pardon. Et donc, auparavant, il y a quand même eu, en 1969, Rosemary's Baby, de Polanski, dont la femme a été assassinée par Charles Manson. C'est-à-dire qu'il y avait avant. Pour répondre pour lui, il en parle beaucoup de Rosemary's Baby. Bah oui, là. Non, mais en tout cas, il parle beaucoup de ça et il a dit tout à l'heure. En fait, on n'a pas parlé d'un dixième des trucs qu'il y a dans le livre. Hein. Bilderberg sono complotisti. Sì, quelli di Bilderberg, cioè quelli del gruppo che si vedono là. Ma allora, la borghesia mondiale ha comitati d'affari, a luoghi dove si ritrova, non c'è niente di particolarmente esoterico, criptico o misterioso. La borghesia fa la lotta di classe dall'alto e... La bourgeoisie a des comités d'affaires, elle fait sa lutte de classe d'en haut, elle aussi, elle fait la lutte de classe. Donc elle a ses comités d'affaires, effectivement. Vedere in tutto questo simbologie esoteriche, cercare di fare collegamenti strani, parlare di società segrete, di magia e cose del genere, in realtà distrae. Parler de tout ça comme de sociétés secrètes, avec une symbologie, etc. En vérité, ça distrait de la... Ce qu'on peut rajouter, que tu expliques très bien dans le livre, c'est-à-dire que, puisqu'il y a beaucoup de choses sur les francs-maçons, etc., mais l'intégralité finalement de ces sociétés qui étaient semi-secrètes, parce qu'elles étaient aussi susceptibles d'être arrêtées, parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même une prédominance des instances religieuses, etc., et qu'il y avait des libres penseurs là-dedans. Mais en dehors de ça, toutes ces sociétés secrètes, les francs-maçons, et toutes celles qui se réunissent à Davos ou autres, en fait, elles sont semi-secrètes, en fait, elles sont à moitié secrètes, mais en fait, ils n'ont pas totalement honte de dire qu'ils sont dedans. Et en fait, il y a un rapport au secret qui n'est pas du tout celui de l'imaginaire complotiste fantasmé. Voilà. Les sociétés de pouvoir, elles aiment bien faire un peu discrètement et un peu think tank officiel, un peu des deux, et elles se réunissent pas dans les sous-sols d'une pizza pour manger, pour boire le sang des enfants, ça c'est sûr. Merci beaucoup pour le livre, je l'ai lu en italien et ce n'est pas un bon livre, c'est un livre nécessaire de connaître parce que vraiment il te donne l'idée qu'à la fin tu es un peu plus acculturé des choses très importantes aujourd'hui. Question technique, si je peux. Les deux chapitres en flux of consciousness, stream of consciousness. Pourquoi? Je me suis imaginé un complotiste qui me cherche des convaincre, de me dire j'ai la raison, mais ça c'est mon idée. Les deux chapitres sans la ponctuation. In italiano? Senza la punteggiatura. Oui. Ah, ok. No, ma perché? Pourquoi? Je me suis imaginé un complottiste qui cherche de dire j'ai la raison, c'est ça? Era per rendere la rapidità e la magmaticità degli eventi di quei mesi. Chercher à rendre compte de... Parce qu'en fait, ce sont deux chapitres, je fais une incidente, ce sont deux chapitres qui racontent tout ce qui s'est passé autour de l'assaut du Capitole, qui a précédé et suivi l'assaut du Capitole. Et donc, ce que dit Roberto, c'est j'ai cherché à rendre compte du magma et de la rapidité des événements. Ed è un omaggio a un collega, Nanni Balestrini. Un hommage au collègue Nanni Balestrini. All'inizio del primo capitolo senza punteggiatura, dov'è l'altro microfono? All'inizio, è là.
all'inizio del primo capitolo senza punteggiatura io mi chiedo come posso rendere la concitazione, la rapidità di questi eventi. Au début du chapitre sans ponctuation, je me demande comment est-ce que je peux rendre compte de l'excitation, de la rapidité de ces événements. E scrivo, ci vorrebbe Nanni Balestrini. Oui, il nous faudrait Nanni Balestrini. Et voilà. E li ho scritti come Nanni Balestrini, i cui romanzi non hanno la punteggiatura. Et donc j'ai écrit comme Nanni Balestrini qui n'utilise pas de ponctuation. C'est vrai que l'autre livre auquel peut faire penser ce livre, c'est le magnifique livre où Balestrini a joué un rôle, c'est Horda d'Oro, la Horde d'Or, un livre collectif qui raconte collectivement la mémoire des années 70 italiennes et qui est le seul livre fiable sur ces années-là parce que c'est un récit collectif. Dernière chose, quante denunce? Nessuna. Ok. L'équipe legale della Wuming Foundation è molto efficiente. Donc combien de poursuites en diffamation? Aucune. L'équipe légale de la Wuming Foundation est très efficace. Merci beaucoup. Regardez, moi j'en ai pas. Et je remercie les complotistes qui ont distribué les tracts. Ça nous aurait manqué hein, si on n'avait pas eu droit à ça. Un livre qui s'appelle Q, quand même. Oui, maintenant on va pouvoir débunker. En fait, c'était un faux tract complotiste. Hein. C'était pour rigoler. Hein.